Et si on faisait en sorte que parler de sexe, ce soit normal ? Bienvenue dans Bout de cul, le podcast qui parle de sexualité. Un vendredi sur deux, un nouvel épisode de Bout de cul. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou à nous suivre aussi sur SoundCloud. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Je vous souhaite, ou plutôt on vous souhaite, une bonne écoute. Bonsoir Rémi. Bonsoir Julie. Bon, on devrait arrêter de dire bonsoir en fait, parce que si on finit par faire ça, les gens ils vont croire qu'on enregistre les trucs. Et qu'on ne s'est pas vu de la journée et qu'on ne se voit que pour le podcast. 1h du matin. Quel est le thème de la discussion du jour ? De quoi allons-nous parler dans cet épisode de Bout de cul ? Du coup, le thème c'est le thème de la frustration. Je pensais que c'était une bonne idée de prendre ce thème-là parce que l'épisode précédent où on parlait du sexe postpartum, justement l'épisode s'est terminé sur un petit débat. Ouais, un mini au débat niveau de la gestion de la frustration. Ouais. T'avais envie de donner des conseils aux hommes pour gérer leur frustration, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne transition pour l'épisode suivant, de faire quelque chose de plus approfondi sur la frustration. Voilà. Et évidemment, comme c'est un podcast sur la sexualité, ça va être la frustration sexuelle. On va pas parler de la frustration parce que on ne peut pas manger de chocolat et qu'on aimerait bien manger de chocolat. Après, la thématique du podcast, c'est la sexualité. Donc, on pourrait parler de frustration dans tous ces états, mais on va parler un peu de ce qu'est la frustration quand même. Et c'est pour l'anecdote ce que j'étais en train de regarder, parce que j'étais en train de regarder la définition de la frustration. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas parler d'un sujet tant qu'on connaît pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est quoi la frustration ? C'est l'état de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Comme ça, au moins, on a la vraie définition de la frustration. Je dis ça parce qu'on est un peu tatillon sur les mots dans notre vie. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, la frustration sexuelle. Alors, tu disais que j'avais envie de donner des conseils aux hommes par rapport à ça. Alors, pas que je me sente ultra légitime là-dedans. Je le rappelle à chaque fois dans chaque épisode. C'est toujours lié à notre expérience, notre ressenti, notre vécu, notre perception de la sexualité. Et on essaie d'apporter des informations qui sont aussi objectives par rapport à pas mal de choses, mais ça reste un point de vue. Je serai jamais là à dire que j'ai la vérité vraie, tu vois. Non, non. L'oracle de la sagesse. Je suis pas l'oracle du sexe. Le nouveau titre. Ouais, c'est ça. Donc la frustration. Pourquoi c'est important ? Parce que lié, du coup, comme tu disais, à l'épisode du postpartum, mais pas que. Je pense que c'est aussi lié à tout ce qui est désir sexuel. Enfin, il y a beaucoup de. Je pense que la frustration sexuelle, c'est un des trucs qui, je pense, génère du positif et du négatif. D'accord. Donc déjà, tu lances une bombe là. Direct. Je pourrais faire drop the mic, mais si je fais ça, vous m'entendrez plus. Parce que c'est le début du point de vue. De base, quand on parle de frustration, on a tendance à tout de suite envisager quelque chose de négatif, en fait. C'est vrai. Donc c'est vrai que, avant que tu dises qu'il y avait un côté positif et un côté négatif, je concevais pas la frustration comme quelque chose qui pouvait apporter du positif. Même si maintenant que tu le dis, j'imagine un peu là où tu veux en venir, mais tu peux développer si tu veux. On va commencer par là. Pourquoi je dis que c'est positif et négatif ? Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais tu m'as en préparant l'épisode et en y pensant, je me suis dit ça peut être positif parce que je trouve. Alors, c'est peut-être par rapport à notre histoire aussi. L'histoire amoureuse, le fait que nous on ait une relation à distance, que justement on est ça a un peu attisé, tu vois, le manque. Et je pense que la frustration c'est positif dans ce sens-là, c'est-à-dire que la frustration c'est du coup, comme disait la définition, c'est que ça empêche d'avoir quelque chose, en fait, ça crée un manque. Et donc si ça crée un manque, bah ça attise pour moi le désir. Par contre, c'est positif dans une certaine mesure parce que, à mon avis, si tu vas un petit peu trop
loin, là ça tourne au négatif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans la frustration. Je sais pas si on peut appeler ça de la frustration positive, mais on n'est plus dans la frustration qui crée justement un manque qui va justement générer du désir. Après, la limite est fine et je pense qu'elle est variable selon les couples, mais c'est pour ça que je parlais de frustration côté positif. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à ta propre expérience, surtout. Bah, on peut parler de notre expérience. Après, est-ce que tu partages ta vie ? Ça, je vais en apprendre des bonnes ce soir. On va en discuter, mais. Exact. Du coup, voilà. Salut Softdoll, bienvenue sur le live. Et du coup, je comprends que mettre ton fils au lit, ça a pu être galère. Nous, on a eu la chance que justement, Charlie s'endorme pile poil à 21h. Ouais, en fait, il était 20h59. Et à 20h59, pouf. Et alors, pour bondir à ce que tu disais. Pour bondir, carrément. Je te rejoins en partie, mais pas totalement. Après, je pense que c'est surtout une question de sensibilité au désir et comment on vit son désir. Je pense que c'est un truc qui est hyper personnel et chacun vit son désir à sa manière, pas à la manière d'ailleurs. À la manière que l'on choisit. Chacun vit son désir à sa manière. Et moi, j'ai pas besoin d'un manque en fait pour attiser mon désir, quoi. Donc je le vis pas comme ça. Après, je peux comprendre que certaines personnes justement dans le manque ont une augmentation de leur désir. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Je trouve que c'est un peu un facteur intéressant d'attiser son désir par la frustration. Mais du coup, quelle est la différence entre manque et frustration ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que la frustration, c'est vraiment juste le manque ? Est-ce que la frustration, ce serait pas justement l'étape d'après, tu vois ? Genre, tu peux ressentir du manque sans que ce soit tout de suite de la frustration, mais que quand t'as atteint un certain stade, ça devient de la frustration parce que... Il me faudrait un autre dictionnaire. J'ai pas trouvé la bonne définition. Bon, dans tous les cas, il est possible alors que c'est une connotation négative. Je serais intéressée. Mais pour le coup, moi je trouve que ça aide. Et justement, dans ce qu'on a préparé, la première question que tu voulais te poser, c'est à partir de quand on peut vraiment parler de frustration, selon toi? Mais j'aurais voulu que tu la répondes. Je peux répondre si tu veux. À partir de quand? Bah alors, si on part sur un chemin différent par rapport à ce que j'ai dit là depuis le début de l'épisode, en se disant que le manque c'est positif, ça peut être positif, et que la frustration c'est plutôt le côté négatif finalement. C'est là où on a franchi un peu la ligne et on se dit bon bah là à ce moment-là la frustration c'est le truc qui fait que on en a ras le bol, quoi. C'est le côté négatif. Bah pour moi c'est ça, on peut parler de frustration à partir du moment où on a eu un cumul de manque et qu'on n'a pas répondu suffisamment et que ça crée de la frustration, et du coup c'est peut-être peut-être qu'on n'a pas satisfait ses désirs sexuels et qu'au bout d'un moment ce manque se transforme en frustration. Pour moi, c'est ça. Ouais. Toi, t'as l'air vachement pensif. Du coup, la frustration, ça serait plus... Enfin, au-delà du manque, ça serait même lié à l'insatisfaction, quoi. C'est ça, totalement. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que dans l'imaginaire collectif, quand on dit de quelqu'un qui est de mauvaise humeur ou quoi, on va dire ah, mais cette personne, elle est frustrée, il faut que... il faut qu'elle baise un coup et ça ira mieux, quoi. T'as remarqué qu'on parle beaucoup de femmes qui sont frustrées que d'hommes frustrés. Enfin, genre, c'est rare que j'entende oh, lui, il est frustré. Non, justement, on va dire lui, il est en manque. Ou on dit ouais, j'ai l'impression qu'on dit un peu les deux. Mais on parle plutôt ouais, genre je sais pas, il y a une expression qui est méchante en plus par rapport aux femmes, genre bon, j'ai tout de suite les insultes type je sais pas si tu le dis. Je le dis ou pas. Oui, de toute façon, j'ai mis le live en pour adultes. Oui, genre non mais même dans le podcast, je me dis oui, l'expression c'est genre oui, elle est mal baisée, ou tu vois, genre elle est frustrée de la vie, cette femme, et souvent c'est connotation sur les femmes. Je trouve pas ça terrible en fait, et comme si je sais pas, comme si la
J'en sais rien. La frustration, c'est peut-être aussi l'attrait des femmes. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Parce que du coup, c'est ce que tu disais, ça tout de suite a une connotation. Ben, en fait, je pense que malheureusement, c'est un peu un héritage, comme d'habitude. C'est toujours la faute de Freud. Mais je pense que c'est un peu un héritage de la psychanalyse de Freud qui... Ouais. De toute façon, dès que quelque chose va pas chez la femme, soit c'est parce qu'elle est trop sexualisée. Oui. Tu vois, donc elle est hystérique. Oui. Donc en fait, dès qu'elle a des excès d'humeur, dès qu'elle est un peu extravagante ou quoi, c'est qu'elle est hystérique, donc elle est sursexualisée. Ouais. Et si au contraire elle est pas facile à vivre, elle est négative et tout, bah, c'est qu'elle est frustrée et c'est que elle a pas eu assez de sexe dans sa vie. Donc en fait, soit il y en a trop, soit il y en a pas assez, et on est dans la merde. C'est génial. Mais merci Freud, quoi. Merci Freud. Le pire, c'est que encore aujourd'hui, parenthèse psychologie et philosophie, je sais pas s'il est classé là-dedans lui, mais on met encore en valeur ces théories psychologiques alors qu'il donnait, comme on en a parlé il y a pas longtemps, qu'il préconisait aux femmes classées en mode hystérique, genre elles étaient en colère ou pas bien, de les masturber pour se calmer. Donc je me dis qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être un petit peu revoir sa copie et chercher d'autres sources. C'était une autre époque. Ouais, malheureusement, ça évolue, mais on a encore un peu de mal. Donc oui, pour moi, à partir de quand on peut parler de frustration, pour revenir à la question, c'est ça. Donc pour toi, ce serait un peu la même chose ou? Moi, je pense que quand on atteint la frustration, c'est quand ça tourne un peu à l'obsession, tu vois. Quand on en pense, on y pense tout le temps. Quand t'arrives à un stade où tout le temps tu vas y penser que t'as pas ce que tu veux, tu vois. Et ouais, là je pense que c'est là où t'atteins le stade de la frustration. Et je pense que peut-être pour aller plus loin et peut-être pour anticiper un peu sur le reste de l'épisode, mais je pense que la frustration ne peut s'installer que dans un manque de dialogue. Tu vois, ou alors s'il y a un dialogue, c'est un dialogue qui tourne en rond, tu vois. C'est-à-dire, genre tu peux parler avec quelqu'un, mais si les deux personnes ne se comprennent pas, le dialogue sert à rien. C'est comme s'il n'y en avait pas. Enfin. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc genre tu parles à un mur, quoi. Oui. Enfin, on se dit des choses, on se comprend pas. C'est ça. Ouais. Donc c'est. Et je pense que tu peux ressentir du manque, mais si tu parles avec l'autre et que les deux personnes se comprennent, je pense que tu ne peux pas aller vers la frustration. Mais c'est vraiment dans la condition où les deux personnes se comprennent, tu vois, et que les deux fassent un effort de se mettre à la place de l'autre pour se comprendre. Tu sens le petit qui est pas très sûr. C'est moi. Oui et non. Parce que je pense que tu peux très bien être frustré et mal vivre ta frustration, mais tout à fait comprendre ce que l'autre traverse, être dans une compréhension, mais c'est comme c'est tes propres émotions et que c'est tes propres... je pense que c'est aussi lié à ce que tu ressens toi. Des fois, t'as beau être dans le dialogue et la compréhension, si t'as pas ce que tu veux, t'as pas ce que tu veux. Donc la frustration, elle est là. Enfin, si elle est là, c'est qu'à un moment donné, je pense que pour passer à autre chose et ne plus être frustré, il faut avoir ce que t'as envie. Enfin, il faut libérer ça. Et ça peut être difficile. Donc, pour revenir à cette histoire de frustration, ça peut se manifester comment, du coup, pour toi? Un manque de dialogue? Enfin, une ignorance, genre on s'ignore et on... Mais pour un peu diagnostiquer ça. Dans le côté... à partir de quand la frustration intervient et comment elle se manifeste, moi je pense vraiment qu'il y a ce côté un peu obsession. Et moi quand j'entends frustration, j'entends un peu rumination, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on garde à l'intérieur et c'est pour ça que je parle de manque de dialogue, parce qu'on intériorise beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on se répète et qu'on se concentre sur le manque en fait. C'est cette chose qui n'est pas. Je vais peut-être dire un truc justement parce que c'est très drôle, mais j'ai l'impression qu'on enregistre des épisodes où c'est un peu thématique par rapport à notre vie. En même temps, c'est logique.
Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'on n'est pas dans un dialogue? On est dans un dialogue. Enfin, on fait un podcast sur le sexe. Oui. Mais est-ce que tu es frustré? Alors du coup, si je me calque par rapport à la situation actuelle, les définitions que j'ai données de la frustration, selon moi, peut-être que je suis pas encore au stade, tu vois, peut-être que j'ai pas encore passé le stade de la frustration, mais ouais, c'est peut-être plus de l'insatisfaction et du manque que de la frustration en elle-même. Ok. Tu penses que la frustration, ça amène de la colère, un ressentiment contre la personne? En fait, je comprends la situation. Alors, je pense qu'il y a peut-être ça. Il y a peut-être donne ça la aussi. situation aussi, parce que les personnes peuvent très bien écouter cet épisode et ne pas du tout comprendre. Alors du coup, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, où on a parlé justement du sexe postpartum, ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit déjà, ce qu'on avait dit, bon, alors... Non, c'est surtout pour remettre dans le contexte. Oui. On enregistre cet épisode à l'époque où justement on est dans une phase postpartum. Voilà. De notre sexualité, on peut dire ça aussi. Donc, il y a quand même ce côté où je suis moins enclin à vouloir avoir des relations sexuelles et que c'est quelque chose qui ne préoccupe pas trop pour ne pas tout vous spoiler et ne pas non plus vous donner tous les tenants et aboutissants de cet épisode. Allez l'écouter. Mais voilà, c'est ça le contexte. Donc, c'est pour ça que je te demande si tu ressens de la frustration. J'ai pas l'impression que t'es en colère, j'ai pas l'impression qu'il y a un ressentiment contre moi, ni contre toi, mais je pense que ça peut arriver, tu vois. Dans le sens où si tu vois, c'est pour ça que je te disais qu'au bout d'un moment, ça dépend en fait le degré de chacun, le degré de tolérance, le contexte, il y a plein de choses, mais ça peut très bien basculer. Justement, après, on va discuter de comment gérer la frustration et les solutions à apporter. Et je pense que c'est là où justement, si on met pas ces choses-là en place, le stade de manque et d'insatisfaction peut atteindre un stade de frustration et de rumination et de ressentiment. Et du coup, avant de passer à une autre étape pour répondre à tes messages, Softdoll, du coup, je comprends tout à fait la position de ton mari. Ah bon? Et je pense que Julie comprendra ta position à toi. Mais c'est tout à fait entendable. Et en même temps, faut pas culpabiliser. Enfin, c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. Et du coup, ni le mari ni la femme n'est coupable dans l'histoire. Et c'est pas parce que la maman ne se sent pas prête qu'elle doit se sentir coupable. La frustration, je pense, c'est la suite du manque. C'est l'étape où on contient nos sentiments négatifs. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Du coup, ça rejoint un peu mon avis. Mais moi, je pense que... Il faut identifier le pourquoi il y a frustration. Est-ce le partenaire qui joue avec la patience de l'autre? Ah oui. Alors ça, c'est encore une autre chose. Bah justement, ça revient un peu à ce que tu disais, que le manque peut attiser du désir. Mais à un moment donné, faut pas non plus se foutre de la gueule de l'autre. Je pense qu'en fait... Non, mais c'est comme la carotte, la carotte et le bâton avec l'âne, tu vois. Mais je pense qu'en fait, il faut... déjà, faut pas se foutre de la gueule de l'autre en jouant avec ça. Enfin, indéfiniment. Non, mais surtout à son insu, parce que je pense que ça peut être un truc qui peut être sur très très peu de temps, genre juste un petit jeu mignon. On crée un manque. Non, mais on crée un manque, mais c'est pas non plus. Ça peut être intéressant, mais je pense que au bout d'un moment, le seuil de tolérance de la personne, il est limité, quoi. T'as pas envie de... Voilà, il faut pas jouer avec les limites parce que ça peut se retourner contre toi et contre votre relation, donc ça sert à rien. Mais il faut... À chaque fois que je dis ce mot, en fait, j'ai tellement hâte qu'on ait le matériel pour faire des jingles, parce que je vais le mettre... c'est le moment communiquer. Mais c'est exactement ça. En fait, au bout d'un moment, si on se dit pas les choses, et parce que je reviens toujours à ça, mais on n'est pas devin, on ne sait pas ce que l'autre ressent exactement.
On sait pas non plus comment il prend les choses. Des fois, on peut être surprise, je parle pour moi, mais on peut être surprise de... Voilà, de... Basicasse. Voilà, c'est ça. Mais on peut être surprise de la façon dont c'est compris. Enfin, tu sais, des fois, la façon dont c'est interprété. Ben, on ne lit pas dans les pensées des autres, donc... Et alors, je rajoute une couche hyper importante, même si on pense connaître l'autre hyper bien et qu'on croit dur comme fer qu'on a compris comment il a interprété les choses, ça peut être super l'inverse. Ben, en fait, si tu pars du principe qu'on ne se connaît déjà jamais vraiment soi-même, parce qu'on change tout le temps, et du coup, se connaître soi-même, c'est un apprentissage de tous les jours, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça s'applique d'autant plus avec les autres. Ouais, donc, mais je pense qu'il y en a, ils ont vraiment... Et ça, je pense que ça se construit avec les années. Quand t'es avec quelqu'un depuis longtemps, t'as l'impression que tu connais bien la personne. Sauf que ça, c'est prétentieux. Et je trouve que on s'en rend pas compte parce qu'on prend ça pour acquis. Alors que on connaît tous les trucs, oui, il faut jamais prendre ça pour acquis, blablabla, on connaît la chanson. Mais en fait, pas vraiment. En fait, on a l'impression que nous, on n'est pas concernés et que, bah non, on connaît bien la personne qu'on a en face de nous. Alors que non, en fait, les gens, ils changent et peut-être que ce que tu lui as dit, il l'a mal pris, mais il te l'a pas dit. Il y a des non-dits aussi. Enfin, voilà, c'est... Surtout que nous, tu vois, on est devenus parents, donc il y a des choses qui changent. Voilà, on est des êtres en constante évolution et il faut pas prendre les choses pour acquis. Et des fois, bah, on peut être vraiment surprise de la façon dont c'est interprété. Et du coup, la deuxième étape, c'était de différencier les différentes formes. Voilà. Waouh, on va y arriver. Différencier les formes de frustration, parce que en termes de frustration sexuelle, il y a, je pense, différentes formes. Oui. Parce que là, en fait, justement, on s'est beaucoup attardé sur le manque de. Oui. Le manque. Donc, en fait, quand on parle de manque, c'est plus lié à la fréquence des rapports sexuels, en fait. Du coup, c'est cette idée que tu t'es penses frustré. Ouais. Bah, enfin, quand on parle de manque, oui, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Du coup, Oui. c'est être frustré parce que t'as pas assez de rapports sexuels ou t'en as pas autant que tu voudrais. Ou t'as pas ce que tu veux. Voilà, mais justement. Un type de rapport. Oui, voilà, alors justement, d'accord. après, pour moi, c'est une deuxième forme de frustration. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un peu une dichotomie. Oh, c'est quoi ça? Sur les mots compliqués. Il est trop tard pour une ça. Une dichotomie, c'est quand tu opposes deux choses. Merci, professeur Rémi. Donc une opposition. Il y a une opposition qui est souvent faite un peu en cliché avec les hommes et les femmes. Et du coup, l'idée de la frustration par le manque lié à la fréquence des rapports sexuels, ça serait plus la frustration côté masculin. Oui. Et la frustration qui serait liée plus côté qualitatif, on va dire. Tu vois, genre donc quantitatif mec, voilà, qualitatif femme. Par exemple, le fait que certaines femmes n'arrivent pas à atteindre l'orgasme ou que certaines pratiques, elles n'arrivent pas à avoir certaines pratiques sexuelles qu'elles aimeraient avoir parce que leur conjoint ne veut pas. Ou elles n'ont pas de plaisir tout court. Oui, non, mais ça c'est un autre truc, ça encore. Mais... Il va y avoir d'épisodes encore dans l'épisode. Et du coup, ouais, ça serait plus, enfin, selon les clichés, c'est plus appliqué sur une frustration qui serait féminine. Ok. Et après, ok, mais pas ok. Et après, il y a une autre frustration qui serait plus liée à la honte, du type une orientation sexuelle que t'assumes pas ou une pratique sexuelle que t'assumes pas, comme des paraphilies. Genre les fétichistes des pieds, etc. Les paraphilies. Encore un mot compliqué. C'est pas le moment. C'est tout ce qui est fétichisme un peu qui sort de l'ordinaire. Fétichisme des pieds. Enfin, il en existe plein. Donc la paraphilie, c'est les fétichistes. C'est des pratiques sexuelles qui sortent de l'ordinaire. Ok. Et là, on pourrait faire un épisode sur qu'est-ce qui est normal dans le sexe. Oui, voilà. Bon, merci. Mais ce sera un autre épisode. Vous voyez la difficulté qu'on a à devoir se concentrer sur une seule thématique. Il y a une autre frustration. C'est une frustration que je pense que beaucoup de jeunes parents connaissent. Ouais. C'est le moment où tu te lances pour faire l'amour et tout et oui, je vois ce que et tout et puis en plein milieu, bébé pleure. Au moment où tu te sens le mieux, au moment où tu lâches prise enfin, c'est souvent ça arrive à ce moment-là, tu sais. Ah ouais. Au moment où tu te bébé détends. pleure. Il faut tout arrêter. Il faut aller s'occuper de bébé. Tu sens le vécu. Ouais. C'est dur. Tu dis oui de façon genre ouais.
C'est tellement dommage. Ouais. Non, mais c'est dur. C'est dépressif. Instant dépression. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'en fout. On laisse le bébé pleurer. Honnêtement, c'est pas possible parce que, de un, quand tu le laisses pleurer, de toute façon, ça te coupe. Et personnellement, je ne peux pas. Enfin, tu peux juste l'écouter pleurer parce que, honnêtement, moi, ça me coupe tout. Toi, je sais pas, mais. Oh, bah oui, non, mais ça. Ouais, parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être un stéréotype. Genre, tu sais, le mec, il en a rien à foutre. Ouais. J'ai un peu cette impression que ça reste ancré, genre l'homme, rien à foutre, il veut juste faire l'amour. Bah après, malheureusement, c'est un autre sujet, mais c'est quand même ancré dans certains schémas parentaux que il faut laisser pleurer l'enfant, tu vois. On vous invite à écouter le podcast La Meute pour comprendre qu'on n'est pas d'accord avec ça, voilà. Et pourquoi d'ailleurs. Mais malheureusement, ouais, c'est un discours qui a été tenu longtemps même par des pédiatres. Donc je comprends que il y a certains parents qui ne sont pas assez informés, qui pensent bien faire en fait en laissant leur bébé pleurer. Mais dans le contexte sexuel, ouais, je pense que même dans l'optique où tu te dis je suis un parent qui laisse pleurer mon gosse, je sais pas si tu peux continuer ouais. une activité sexuelle en entendant pleurer ton gosse derrière. Non, moi franchement je peux pas, impossible. Impossible. Donc, mais ouais, je comprends cette frustration. Mais après, ce qui est dur, c'est qu'une fois qu'il est rassuré, on n'a pas encore réussi ça. Mais si jamais t'arrives à le rendormir. Ah si, c'est déjà arrivé. Et on revient. Ah, tu veux dire relancer le truc après? Non, c'est pas arrivé. Qu'on arrive à relancer. C'est arrivé, mais qu'on n'arrive pas à la rendormir après. Tu vois. Ah, moi, j'étais là. Oh, je t'ai coupé, désolé. Vas-y, tu voulais aller où? T'arrives à la rendormir. Et du coup, tu reviens là où t'en étais, tu vois. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça casse l'ambiance. Enfin, c'est pas que ça casse l'ambiance, c'est que ça casse le rythme. Après, nous, on a peut-être un contexte particulier de cododo, donc j'imagine que dans un autre schéma où t'as l'enfant qui dort dans une autre pièce. Non, mais moi, et si ça se passe en milieu de nuit, par exemple, t'as le bébé qui pleure, machin, tu t'arrêtes, tu vas le rassurer, il arrive à se rendormir. Peut-être qu'après, une fois, toi, que tu retournes dans ta chambre. Non, mais moi, je parlais pas dans ce contexte-là. Moi, je parlais justement dans le contexte où pas à côté du bébé, tu vois. Même en dehors, dans un autre endroit dans la maison. D'ailleurs, on en a pas parlé dans l'épisode du sexe postpartum, ça. De quoi? Le côté faire l'amour dans la même pièce que son bébé ou faire l'amour ailleurs, enfin, trouver des endroits. En fait, quand t'as un bébé et que tu veux faire l'amour, t'as plusieurs solutions. Mais il faut quand même savoir, et j'ai posé la question à la psy qui nous a suivis, parce que c'est un sujet qui m'inquiétait, c'est est-ce qu'on peut faire l'amour dans la même pièce que son bébé? Et jusqu'à... pendant qu'il dort, bien sûr. Pendant qu'il dort. Non, pendant qu'il regarde avec ses grands yeux ouverts. Juste pas possible. Alors, c'était un sujet qui m'a beaucoup préoccupée, parce que faut savoir que le bébé, à un certain stade de sa vie, peut interpréter les bruits, et bien sûr, il ressent l'ambiance sexuelle qui est autour de lui, et peut interpréter les bruits de ses parents, notamment de sa maman, comme des bruits de souffrance, de douleur, de violence, et donc ça peut être vraiment néfaste pour lui. Et pour la relation en général, bref, c'est pas très positif. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée, et je disais que dans les pays du Nord, c'est chose commune que de faire l'amour dans la même chambre que son bébé jusqu'à un certain âge, et du coup, l'âge, entre guillemets, autour duquel on dit que c'est pas recommandé du tout par rapport à ce que je viens de dire précédemment de continuer, c'est autour de 6 mois. Donc, j'avais vraiment besoin de me rassurer, d'études, etc., et la psy, justement, m'a fait un retour assez rapide suite à mon interrogation et m'a rassurée par rapport à ça. Et ça nous a permis, du coup, de pouvoir profiter de notre lit d'une certaine manière sans avoir à trop s'inquiéter. Mais il n'empêche que, arrivé à un certain stade, moi, ça me dérangeait et je pense qu'on avait vraiment besoin de trouver d'autres endroits pour ça. Donc, si j'ai un conseil, c'est trouvez-vous un endroit cosy en dehors de votre chambre pour vous donner rendez-vous. Parce que oui, on dit oui, il faut être... Alors moi, ce qui me saoule, c'est d'entendre oui, il faut être créatif, il faut faire appel à son imagination et faire ça ailleurs. Ouais, mais il faut quand même préciser qu'on est dans un contexte où on a plein le cul parce qu'on est fatigué. Je dis ça parce que en ce moment là, j'ai le dos cassé. Si vous avez... Alors ça, c'est mon côté optimisation de la folie. Mais
si vous pouvez un peu anticiper sans réfléchir à on va le faire là, ah bah non ça me pique le cul, on va le faire là, ah non j'ai mal au dos, enfin voilà, vous en fait on perd du temps et je trouve que c'est dommage de se prendre le chou pour trouver un endroit alors qu'en fait t'as juste envie de poser tes fesses et d'être à l'aise là où tu veux faire l'amour, donc autant anticiper un peu ça. Donc quand je disais confortable, c'est aussi voilà, faut être réaliste. Moi je pense que alors c'est un pourcentage made by Julie juste parce que j'ai envie de le sortir comme ça, mais 90% des personnes, ou des femmes en tout cas, je pense, ont envie d'un truc confort, tu vois. Un truc confort quand elles font l'amour après avoir donné la vie. Donc, j'imagine que t'as envie quand même de poser... Je m'avancerai pas autant là-dessus, mais... Je m'en fiche, moi j'assume. Si ça te fait plaisir j'assume de parce dire 90%. J'assume parce qu'en fait, on n'en parle tellement pas et... je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie quand même d'avoir le confort avant tout. Voilà. Oui, mais après de là à dire 90%. Je sais pas, c'est le chiffre de la folie, je le sors comme ça. Bref, voilà, c'était ma tirade pour faire l'amour dans un endroit confortable et déculpabiliser les mères et les pères et les partenaires qui font l'amour dans la même chambre que leur enfant jusqu'à un certain âge. Ce n'est pas déviant. Alors j'ai entendu ça, jusqu'à ce qu'on... Bah déjà de base, le cododo n'est pas forcément bien vu par tout le monde. Alors en plus, si ça part sur des détails sexuels comme ça, ouais, forcément. Voilà. Oui, mais alors du coup, par rapport à ma question que je te disais, y a pas de question, t'as juste mis la frustration oui, numéro que tu me disais 50 000. Que même après que t'aies réussi à rassurer bébé, ah oui, que moi tu peux c'est pas un te peu... remettre dans le truc, Non. mais même si ton bébé il est dans une autre chambre. Alors en fait, je pense que ça demande 2, voire 3, voire 4, 5, enfin beaucoup plus d'efforts quoi, de se remettre dans le bain parce qu'en fait, moi je ressens ça hormonalement et par tout le schmilblick que ça fait à l'intérieur de soi de devenir mère, en tout cas pour moi, ça joue beaucoup sur mon plaisir personnel. Que tu vois, c'est un peu comme quand tu travailles sur un projet et que d'un coup t'es coupé par autre chose et qu'il faut revenir te reconcentrer dans ce projet. Bah c'est exactement la même chose pour faire l'amour. En fait, t'es dans un truc, d'un coup t'es coupé par un truc super opposé où ça te demande autre chose et après ça te demande encore plus d'efforts de revenir dans cette ambiance sexuelle où justement déjà ça te demande de faire abstraction de certaines choses. Et je trouve que du coup, c'est d'autant plus... Enfin, moi, je pense que c'est à cause des hormones en ce moment que je dis ça. Des hormones de l'allaitement peut-être, de la matrescence, tout ça. Donc, c'est plus dur de revenir dans cette ambiance pour moi. Donc, faut tout mettre de son côté. Le lieu... le partenaire qui est peut-être justement plus à même de remettre la personne à l'aise. Le mot confort résonne dans ma tête. Confort et plaisir. Mais du coup, voilà, okay. C'est là où on voit qu'en fait, quand tu creuses un peu, il peut exister plein de formes de frustration et je pense que chacune de ces formes ne se résout pas de la même manière. Et puis même, est-ce qu'il y en a une qui doit vraiment... Enfin, il y a même pas de... Alors, je reviens déjà sur le côté femme-homme. Alors déjà, c'est... C'est un cliché. Vous avez bien compris que c'était du bullshit, hein. C'est pas forcément du bullshit, parce que je pense que si tu regardes les statistiques, effectivement... Oh non, tu vas pas sortir ça. Mais non, mais effectivement, beaucoup d'hommes sont plus frustrés sur le côté quantité. Et beaucoup de femmes sont plus frustré du côté qualité, tu vois, plus que quantité. J'ai l'impression qu'on parle d'une tranche de jambon. Lui, il a pas cette jambon. Tu veux combien de tranches? Et toi, t'aimes pas la qualité du jambon. Tu veux du jambon artisanal. C'est débile, ce que je dis. C'est la fatigue. Mais en même temps, c'est cliché avec un grand C. Hein. Évidemment, il y a des hommes qui n'ont pas envie d'avoir une fréquence de malade et qui, du coup, peuvent être plus frustrés du côté qualité.
Parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas toujours à avoir des orgasmes. Puis je pense que tu peux avoir les deux combinés, voire les trois combinés. Enfin, je veux dire, tu combines les couches, tu sais. Mais c'est possible. Du coup, t'es pas dans la merde. Ben, c'est difficile et du coup, oui, je vois. Mais je suis assez d'accord avec toi sur les statistiques. Alors, en termes de pourcentage, on est plus sur 80%. Non, je me suis pas renseigné. Oh là 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 là, tu es un scientifique. En plus, c'est tellement pas le cas. Tellement pas. Mais en tout cas, je suis assez d'accord sur les types de, ces formes de frustration qu'on peut évoquer. Après, ça reste cliché pour la description qu'on en a fait là au tout début, mais ça peut être appliqué à toute personne. Et le plus important, c'est déjà d'identifier qu'on vit une frustration. Ça va être un truc important justement. Pour savoir comment la gérer, parce qu'on va passer à comment gérer la frustration, du coup, vu que maintenant qu'on sait que c'est quelque chose qui existe et qui est pas forcément bon pour sa sexualité, que ce soit individuelle ou en couple ou plus, si affinité, faut savoir admettre qu'on est accepter qu'on vit une frustration, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui font avec. Alors, je pense que ça, c'est un argument qu'on sort beaucoup dans les épisodes aussi. Ça ira mieux après, le fameux je gère, tu vois, genre je vais faire en sorte que ça change, mais ça change pas, et ça c'est dur. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué à vivre, d'autant plus quand on est dans une phase de changement, ou que ce soit quand on devient parent. Bon là, ça nous parle plus maintenant, mais ça peut être quand on a un nouveau partenaire, quand on vit un grand changement, il faut quand même accepter cette frustration. Enfin, en fait, le simple fait du temps qui passe peut changer tes envies, et voilà. Donc en fait, t'as même pas besoin de grands événements dans ta vie, mais c'est vrai. Mais faut comment dire. Le truc, c'est que comme on le disait, il y a toujours cette connotation que si on est frustré, on est quelqu'un de un peu, on se met un peu de côté, on se met un peu plus bactère, tu vois. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est quand même dans une société. Alors, je sais plus. Oui, alors je vais encore sortir un mot compliqué. Oh non, je vous c'est l'épisode des mots compliqués. Non, mais au moins je préviens. Je sais plus. Rémi va sortir un petit guide des mots compliqués. Non, mais je sais plus où est-ce que je l'avais entendu, mais je trouvais que c'était un mot sympa, tu vois. Tu es en train de faire ton Emmanuel Macron là. Non. Non, parce que c'est pas des expressions vieillottes et désuètes que je sors, c'est des mots, tu vois. Mais bref, on s'en fout. C'était le petit point politique pourri. Oui, donc le mot que j'avais entendu, je ne sais plus où, c'était l'idée de apicratie, où genre on est obligé d'être heureux, tu vois. Il y a cette idée de c'est hyper important, le bonheur, et il faut tout le temps être content, quoi qu'il arrive. Positive attitude. Et du coup, la frustration dans un monde comme ça, c'est... t'es une merde, quoi. Enfin, en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas... t'es une merde. Enfin, tu dois être heureux. C'est une obligation. T'es obligé. Donc, t'as pas le droit d'être frustré. Ça, non? Ah, il y avait un film comme ça où tout le monde était content, une ville où tout le monde souriait. non. Et toi, t'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et mais du coup, la frustration, c'est une émotion? C'est une... Non, je dirais plutôt que c'est un état d'âme. Ok. Alors... Il y a pas longtemps, j'ai expliqué à Julie la différence entre émotion et état d'âme. Du coup, peut-être qu'on va en profiter pour le dire. Vu que tu mets ça sur le tapis. Cet épisode est sponsorisé par tous les mots du dictionnaire. Tu es un philosophe, écrit un livre. Si tu savais. Mais du coup, une émotion, c'est quelque chose qui se vit sur l'instant. Et surtout, c'est une réaction. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu vas vivre quelque chose... et souvent c'est physique, c'est ton corps qui va réagir. C'est pour ça que quand on est triste on pleure, quand on a peur on tremble, tu vois, voilà, il y a une réaction physique. Des émotions que je ne connais pas. Je suis vide d'émotions. Je suis vide à l'intérieur. Donc donc voilà, les émotions c'est vraiment une réaction, et souvent ça va de l'intérieur vers l'extérieur, et en fait c'est une décharge pour se libérer d'un stress. Donc t'as eu un fort stress sur le moment, ton corps va faire une réaction pour se libérer de ce stress, et souvent tu te sens mieux. Tu vois, ça dure pas, c'est un certain temps. Okay. Donc tu vas ressentir un truc qui te rend triste, tu vas pleurer,
oui. Et après avoir pleuré, tu te sens un peu mieux. Enfin, tu te sens. Je vais pas dire ça y est, t'es plus triste parce qu'il y a des trucs qui te rendent triste longtemps. Mais souvent, tu vas pleurer un certain temps. Parfois, ça peut durer quelques heures. Ça dépend du truc. Mais une fois que t'as pleuré, tu te sens plus légère. Tu vois. Même si je dis pas que oui, ça y est, tous les ciels est bleu et tout va mieux, mais tu te sens quand même un peu plus légère. Donc ça, c'est une émotion. Alors qu'un état d'âme, justement, c'est quand une émotion s'installe. Et donc, par exemple, un événement qui te rend triste et que tu n'arrives pas à te libérer de cette tristesse, parce que justement, parfois, on se retient de pleurer, etc., on veut le garder à l'intérieur, et du coup, c'est quelque chose qui va revenir, et là, ça devient un état d'âme, et notamment avec la tristesse, c'est là où on fait une déprime, puis une dépression, et... Puis la mort. Voilà. Allez. Donc la frustration, je sais pas de quelle émotion ça peut découler de la colère. Je pense. Ça peut découler de l'envie. Ouais. La jalousie. L'envie, je dirais pas que c'est une émotion, mais. Ouais, moi il faut vraiment que je fasse attention à ma roue des émotions. Ça peut découler de la colère et surtout du manque et de l'insatisfaction, quoi. Mais une frustration, c'est plus un état d'âme, du coup, je pense. Voilà, c'était le point émotion, état d'âme. Je sais maintenant, je me souviens quand est-ce que t'as expliqué ça la dernière fois. C'était à ta mère. Oui. Tu l'expliques à tout le monde maintenant. Mais quand on me pose des questions, vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un état d'âme et une émotion? Laissez-moi vous expliquer. C'est le mec dans la rue. Alors, une émotion. Ou le mec en pop-up sur le site internet. Sur Twitter, à chaque mot émotion. Est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre une émotion et un état d'âme? Non mais n'empêche, c'est important. Parce que, petite parenthèse qui sert à rien, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a des jeunes, ils savent plus, enfin des jeunes, ça fait comme si on était des gros vieux là, des gros vieux cons, qui savent plus faire la différence entre un fait et une rumeur. Enfin un fait et une opinion. Ce qui est important quand même. Oui, mais du coup, ça va rien à voir, mais voilà. C'était bien. C'était bien. Merci pour ce... C'était le moment nul et inutile. Non, pas inutile, mais merci pour cette anecdote. Qui n'a rien à voir Moi, avec je suis madame anecdote et toi, t'es monsieur philosophe, professeur, docteur. C'est intéressant. Donc, ça du coup, je voulais réagir sur ce que tu disais, Sofdol, qu'avec ton mari, vous avez connu Madame Frustration, comme tu l'appelles. D'ailleurs, pourquoi c'est Madame Frustration? C'est une frustration, donc encore une femme. À dire madame. C'est relou. Pour une fois qu'il y a un mot qui est féminin, voilà. Ah ouais? Ok, pour une fois qu'il y a un mot qui est féminin. Non mais il y a cette idée de vouloir faire une langue inclusive. Oui. Parce qu'il y a trop de mots justement qui sont... Non mais c'est juste qu'on dit que la frustration c'est féminin, tu vois. Oui, bon bref. Voilà. Ah. C'était le moment relou. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Voilà, oui, que vous avez connu Madame Frustration en devenant parent, c'est un classique. C'est justement, si t'as pas écouté l'épisode sur le sexe postpartum, on parle beaucoup de ça. Que chaque couple vit cette période à sa manière. Justement, j'ai fait aussi un post Instagram là-dessus et en commentaire, il y a eu plein de réactions et il y a des personnes qui disaient justement que c'était hyper compliqué, d'autres que c'était compliqué mais que ça passait, et d'autres où justement, au contraire, ça avait reboosté leur vie sexuelle et que c'était merveilleux. Donc, on le vit tous différemment. C'est comme beaucoup de choses. Et je pense que la grossesse et l'accouchement et tout ce qui va avec, c'est un des trucs de la vie où c'est vraiment la loterie, littéralement, quoi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber vraiment. Et ça peut être l'un comme l'autre, changer d'un enfant à l'autre, j'imagine. Oui. Bon, on peut pas trop en parler aujourd'hui, mais on n'a eu qu'un seul essai. Qu'un seul essai. Comme s'il y avait un résultat à atteindre. Non, c'était genre... Voilà. C'est fait. Home run. Très bien. Donc accepter d'avoir cette frustration, mais après qu'on sait qu'on est frustré, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on l'a dit, mais c'est la communication. Comme je t'ai dit, moi j'ai l'impression que la frustration... Alors, avant que tu continues, des fois je me dis, dans les épisodes, on dit... Non, mais vous savez, ça fait un peu moralisateur. Des fois, ça me fait penser... J'adore ce podcast-là, celui que tu me fais toujours écouter avec Marie-Sophie... Sophie-Marie Larouille. Désolée, madame. Si tu écoutes un jour... À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir. Mais madame... Elle est trop drôle, je la trouve drôle. Mais tu sais, c'est genre, vous savez, c'est la communication. Et je me dis, des fois, c'est
C'est facile quand on dit ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est il faut juste parler. Non, mais c'est pas. Oui, mais justement, communiquer, ça veut pas juste parler. Je me fais juste une rant. Ça veut dire écouter aussi. Oui. Non, c'est pas que écouter. Et vérifier. Entendre. Non, mais parce qu'il y a une différence entre. Oh putain. On ne nous arrête plus. Nous allons faire tout le dictionnaire des mots. Tu le sens arriver, le truc de. Tu sais, un débat sur chaque mot. Tu sais, c'est quoi la différence entre écouter et entendre? En fait, c'est plus un podcast sur la frustration, c'est un podcast sur le dictionnaire et les émotions. Non, mais ça a une importance parce que entendre quelque chose, c'est vraiment l'assimiler et faire le process, tu vois, ou alors c'est l'inverse. Entendre, c'est t'entends quelque chose, et écouter, c'est vraiment assimiler l'information et faire en sorte que t'en fasses quelque chose et que t'es pas juste là à... Je sais plus, il y a une différence entre les deux, mais en tout cas, il y en a un où c'est superficiel et l'autre c'est plus en profondeur et t'acceptes plus les informations et tu fais en sorte d'en faire quelque chose. T'es pas juste là pour comme réceptacle, quoi. C'est hyper important parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui écoutent mais qui n'entendent pas ce qu'on leur dise et qui sont juste là en mode ok c'est bien, mais il faut accepter justement d'entendre ce que l'autre a à dire pour faire en sorte d'en faire quelque chose, parce que quand on est dans une relation, et ça on le répète, c'est à deux de base, donc du coup il faut savoir avoir un échange, et pour avoir un échange faut accueillir ce que l'autre te dit. Faut peut-être pas l'accepter, mais faut accueillir, et du coup la communication, ça passe par ça. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas ça. Tu fais quoi? Non, rien. On sent qu'il a vachement de sommeil en retard. Ok, on est bien. Mais du coup, oui, voilà. C'est de la communication qualitative. Exactement. C'est la communication efficace. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, moi. Oui, mais oui. Parce que c'est bien de dire, ok, après on dit, ok, on accepte la frustration. On parle de ça à son partenaire, mais son partenaire il te dit désolé mais c'est pas possible. Démerde-toi. Ça c'est de la communication tu feras l'amour tout seul. Efficace. Hein. Non, wow. Mais ça peut être je ratiboise un peu rapidement. Non, mais la communication est censée apporter des réponses sur pourquoi il y en a un qui est frustré et pourquoi l'autre n'est pas capable de répondre aux besoins de... Alors, n'est pas capable, je n'aime pas trop ces mots. Attention, les mots, tu n'as pas en situation de... Vous n'êtes pas en situation de conduire. Super, on dirait un espèce de vieux GPS. Non, mais en fait, c'est important parce que je pense qu'il faut pas qu'on est toujours sur cette culpabilité. Surtout par rapport aux femmes. Oui, mais justement, là, je te parle de capacité. Ouais, mais genre, n'est pas capable de... Il n'y a pas de devoir... Oui, mais justement, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Ah, d'accord. C'est dans le sens... elle n'est pas en puissance de le faire. Oui et non. Elle n'a pas la possibilité de le faire. Ou elle n'a pas envie. En règle générale, je pense que dans un couple qui s'aime, t'as toujours envie de faire plaisir à l'autre. Et parfois, t'as pas les moyens de le faire. Mais t'as pas forcément envie au même moment. Non mais... D'où la frustration. Non, mais quand je dis tu veux faire plaisir à l'autre, je parlais pas littéralement. On n'est pas dans la merde. Non, mais quand je dis tu veux faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire tu lui veux du bien. Ah, d'accord. Oui, là, on est d'accord. Et il y a des moments où t'es pas en capacité de répondre à ses besoins. Oui. Mais ça veut pas dire que tu lui dois quelque chose. Non, c'est parce que vous voyez, quand je dis que la communication, même quand on croit qu'on se comprend, faut aller 1 degré plus loin. Et c'est un excellent exemple pour dire que faut pas rester sur une seule phrase, faut aller plus loin. C'est là où c'est un bon exemple. Parce que franchement, des fois, il y a des choses, des incompréhensions, des mots qu'on interprète ou des tons qu'on interprète. Et on se dit, surtout quand on est frustré, je pense qu'il y a le truc de la colère, le truc de voilà, c'est ta faute. Ah oui, je pense que rejeter sur l'autre un état dans lequel on est, c'est la meilleure solution pour empirer les choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est de toute façon, déjà quand on commence à partir dans c'est un peu un signal d'alarme pour dire attention. Oui, ça va avec la communication efficace. Est-ce qu'on fait un épisode sur ça, parce que comme ça on arrêtera d'en parler, on dira épisode machin communication. C'est important
comme tu dis, de ne pas renvoyer la faute sur l'autre et de parler de ses ressentis, de ses propres sensations. Enfin, principalement. Mais du coup, si on n'est pas en capacité, comme tu dis, si c'est pas le moment justement pour... moi, je vais peut-être parler de comment je gère ma propre frustration, même si je pense pas encore que j'ai atteint le niveau frustration, mais bref. Comment tu gères ton manque et ta pré-frustration Ma pré-frustration. C'est pas le postpartum, c'est la pré-frustration. J'espère pas que tu seras en frustration. Je ne réfrène pas mon désir dans le sens où si je ressens le désir de me rapprocher de toi, je vais quand même avoir des gestes affectueux envers toi. Et là où c'est peut-être difficile et la frontière à ne pas dépasser, c'est de ne pas forcément avoir d'attente sur tous les gestes affectueux que tu peux donner à l'autre en te disant ouais, je vais agir comme ça et peut-être que ça va découler sur un acte sexuel, mais je vais avoir ça. Oui, voilà. Enfin, faut le faire un peu de façon désintéressée, même si on n'est jamais totalement désintéressé. Je trouve ça difficile. Hein. Mais en fait, voilà, je pense que la personne qui est frustrée doit faire l'effort de continuer à montrer qu'il désire l'autre, tu vois, même si ça peut être difficile parce que quand tu le fais et que tu te fais rejeter dans un entre guillemets, parce que c'est pas véritablement du rejet, c'est que l'autre n'est pas dans le bon moment pour répondre à l'autre. Mais effectivement, quand tu tombes sur des refus, au bout d'un moment, tu peux bouder, on va dire ça gentiment, mais tu peux ne plus avoir la motivation d'aller vers l'autre et de donner, quoi. Mais je pense que justement celui qui est dans le manque et qui est dans la frustration ne doit pas arrêter et doit continuer sans que ça soit du forcing, bien sûr. Faut rester dans le consentement et tout ça, évidemment, mais même si une personne n'a pas envie de sexe, à part dans certaines situations, par exemple de postpartum très difficile ou de baby blues, etc., c'est quand même rare qu'une personne va refuser des câlins, des caresses ou des bisous, des gestes affectueux. Donc, et voilà, bref, voilà. Je pense qu'il faut continuer à donner des gestes affectueux et voire sensuels si c'est possible. Et en fait, pour que l'autre se sente toujours désiré et exprimer son désir, en fait, sans aller vraiment dans la concrétisation de l'acte sexuel, mais voilà, faut quand même garder cette motivation. Mais je pense que c'est important parce qu'en plus, c'est en continuant de montrer qu'on désire l'autre que on peut ensuite, à un moment donné, éveiller son désir. Oui. Voilà. Oui. Ça commence déjà. En fait, ça commence par là, et je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que la frustration, ça peut créer justement cette envie d'aller trop vite. De vouloir tellement avoir l'objet du désir, donc faire l'amour, etc. Avoir ça que du coup on grille un peu les étapes, tu vois. J'ai ce sentiment-là. C'est un peu le piège pour moi. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, le fait d'avoir de l'attention, même de prendre dans les bras. Alors en plus, les câlins, ça a plein de bénéfices. Donc c'est hyper important d'en faire. Et si, comme on avait pu le mentionner dans d'autres épisodes, il faut y penser pour le faire, il faut y penser en se disant, il faut se dire, est-ce que dans la journée, j'ai pris mon partenaire dans les bras, est-ce que je l'ai embrassé, est-ce que je lui fais un bisou, est-ce qu'un geste, un geste ou des mots ou les deux, des choses, des signes d'affection, déjà ça c'est la base, je pense, pour quelque chose de durable et qui attise l'envie en fait d'aller plus loin au bout d'un moment. Au moment où ce sera le plus opportun, au moment où, pour mon cas en tout cas, je serai peut-être plus disponible et plus ok avec ça. Et du coup, je comprends ce que tu dis, Sofdol, quand tu dis qu'il faut différencier geste affectueux et geste qui veut bien dire j'ai envie de toi. Et c'est dur quand on ne veut pas. Et c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais dans justement qu'il faut avoir ce côté désintéressé, de quand même aller vers l'autre sans attendre que l'autre va accepter, quoi. Enfin, je pense que c'est compliqué, mais après quand tu dis c'est dur quand on ne veut pas, ça veut dire que
si admettons dans une période où vraiment t'as aucune envie et que t'as ton mari qui continue à venir vers toi, tu ressens ça comme du forcing, comme s'il insistait et sans prendre en considération que non, tu ne veux pas, ou tu peux prendre ça comme juste l'expression de son désir envers toi, sans que pour autant il veuille insister pour que tu, comment on dit, cèdes, voilà. Ah oui. Parce que je pense que ça peut être ça qui est difficile aussi, c'est avoir le sentiment que l'autre il continue en espérant que tu finisses par céder. Parce que ouais, puis en même temps c'est pas ça, c'est que tu sais qu'en fait l'autre il est en fait quand tu as parlé et que tu sais que l'autre il est frustré, tu sais qu'il y a des attentes quand même si tu verbalises que finalement c'est pas juste pour ça, mais c'est quand même t'as un peu ce sentiment que, et je pense que c'est très internalisé parce qu'on a de la culpabilité mal placée, on devrait pas avoir ça. On se sent coupable en fait de pas faire plus d'efforts alors qu'on a intériorisé ça, alors qu'en fait on devrait pas sentir qu'on doit faire plus d'efforts pour faire plaisir. Il faudrait s'écouter ses envies à soi, mais comme l'autre il est frustré, on a envie de lui faire plaisir et souvent ça part d'une bonne place, mais c'est le début où on s'oublie. Et il faut surtout pas s'oublier. Et il y a un truc que je voulais dire et que j'ai oublié. C'est le cas de le dire. C'est sûr que c'est là, je disais qu'on entre dans une phase de culpabilité, ça dépend. Moi, je lui dis non, juste un câlin. Il y a un truc que je veux souligner par rapport à ça, c'est que est-ce que s'il y a un geste, un câlin, un bisou, peu importe, un signe d'affection, si c'est ambigu ou si c'est par exemple, je pense à une situation qui peut très bien arriver, c'est genre juste avant de dormir, c'est le pire. C'est il y a cette envie de faire un câlin, de juste se prendre dans les bras, profiter de quelques gestes affectueux, et que de mon côté, je sens que par exemple, tu vois, je sais que tu veux plus. Bah au lieu de ne pas se parler et s'endormir, je trouve que c'est hyper important de dire de verbaliser, de dire quelque chose, de pas juste laisser l'autre dans sa frustration et toi avec tes émotions peut-être de culpabilité et faut pas finir sur une note négative. Alors je dis le soir avant de dormir parce que après on va se coucher, c'est pas forcément top non plus pour s'endormir là-dessus, mais ça peut être n'importe quand. C'est important de faire l'effort de verbaliser et de se dire par exemple, je sais pas moi, je sais que tu es frustré parce que je n'ai pas forcément envie, mais j'apprécie tes câlins. Toujours peut-être, ou alors faire l'inverse, parler d'abord du positif et après du négatif parce que la frustration c'est pas forcément super, mais de verbaliser, de dire quelque chose. Je pense que c'est important parce que sinon, on cumule, je pense, les émotions et au bout d'un moment, ça génère de la rancœur. La rancœur, c'est vraiment très mauvais, justement. Et c'est ça qui fait qu'après, on a un ressentiment contre l'autre et on veut trouver un coupable. Quand on cherche à trouver un coupable par rapport à sa sexualité parce qu'on est frustré, là, ça devient pas bon, quoi. Donc, verbalisez les choses, dites les choses avec des mots, même s'il faut prendre sur vous et parfois ça peut être un tabou de parler de ça. Justement, c'est l'occasion de faire en sorte de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de parler de sexe. Vas-y. Non, c'est. Je croyais que t'allais réagir. Je suis en train de lire en même temps. J'ai mes yeux qui se croisent. C'est problématique quand même. C'est la fin de journée là. Et du coup, ce que tu dis, Softdoll, effectivement, le consentement, c'est toujours la priorité. Hein. Le consentement est le plus important dans ces cas-là. Quand on dit verbaliser, c'est verbaliser aussi l'autorisation d'accès, hein, comme on dit. Faut dire si on est d'accord ou pas. Et quand il y a des malentendus avec des gestes ou même des mots ou des... En fait, à un moment donné, quand il y a un doute ou quand on sent qu'il y a un truc qui est pas clair, faut mieux, pareil, verbaliser. Je reviens à la même chose. Et après, j'ai envie de rebondir aussi parce que je trouvais que c'était un détail hyper important qu'on avait mentionné dans l'épisode précédent, mais je dis pas que c'est la solution magique à tout, mais j'ai l'impression quand même que on cristallise beaucoup
des problèmes de frustration sexuelle, etc., sur le fait de cette obligation à la pénétration. Oui. Et parce qu'il y a aussi ça qu'il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie, en fait? C'est quoi? C'est le vrai contact physique en lui-même, ou c'est certains moments de l'acte sexuel qu'on n'a pas envie? Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de la pénétration, par exemple? Alors, dans ce cas, si on n'a pas envie de la pénétration, qu'est-ce qu'on aurait envie, tu vois? Et du coup, je pense que c'est un début de chemin pour rejoindre un peu les deux. Qu'est-ce que l'autre a envie? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et avoir beaucoup de patience aussi, parce que ça peut être aussi un passage où t'as pas forcément envie du tout. Parce que nous, on a parlé de postpartum, mais il y a plein d'événements dans la vie qui font qu'on n'a pas forcément envie. Ça peut être un deuil, ça peut être une maladie. Nous, on n'a pas traversé ça, heureusement, mais ça peut être le cas. Et je trouve qu'on est sévère, en fait, avec soi-même. On est sévère aussi sur ce côté. Tu parlais de happycratie, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai envie de dire, il faut aussi être dans cette norme et cette productivité, cet idéal qu'on nous a mis dans la tête ou qu'on s'est mis dans la tête parce que la société fait que. Et du coup, on a toujours ce sentiment que il faut, parce que on sait pas pourquoi, mais il faut. Et c'est là justement où on se force et où on crée des choses en nous qu'on n'a pas envie de ressentir et qu'on n'a pas envie de faire grandir. Donc du coup, c'est important de vraiment être honnête avec soi-même, commencer par soi, savoir ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de donner à ce moment-là, parce que ça peut très bien évoluer, et être tolérant avec soi et se donner le droit de patienter. Et je reviens au consentement. Si quelqu'un, par quelques mots que ce soit, ou quelques gestes, ou quelques, je sais pas, actions, vous fait ressentir la culpabilité, de la honte ou quoi, ou que vous êtes pas normal, ou que quelque chose ne va pas bien chez vous, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un d'autre, ou alors à lui énoncer que non, c'est pas un problème. Et c'est là où je me dis que souvent, quand on arrive dans ces dialogues-là, justement, la personne, elle est dans une frustration de colère et qu'elle cherche coupable, et que là, on est dans un degré peut-être plus haut. Mais en tout cas, ouais, d'abord se faire plaisir à soi et ensuite trouver peut-être ensemble comme tu disais, des manières de faire, soit de faire l'amour ou je sais pas, de vivre sa sexualité autrement. Parce que je trouve, comme tu dis, on s'enferme dans des schémas. Et souvent, les trucs qui fonctionnaient avant, on se dit pourquoi ça fonctionne plus maintenant. Et je trouve que c'est difficile de se réinventer, tu sais. Dans sa sexualité, quand on est bien installé, entre guillemets, on a l'impression que pourquoi, tu vois, ça demande de faire encore plus d'efforts à un moment où déjà c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? Après, je comprends ce que tu dis, Softdoll, mais du coup, c'est aussi au mec d'apprendre à apprécier d'autres choses que la pénétration, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et du coup, c'est cool si si ça s'arrange, si ça s'est arrangé, que vous avez envie de faire le deuxième, c'est cool. C'est l'idéal. Enfin, l'idéal, non. Non, mais c'est l'idéal de bien s'entendre. Oui, c'est l'idéal. Après, faire un deuxième enfant, que ce soit arrangé. C'est vous qui voyez. Et du coup, alors, on a parlé surtout de comment moi je gérais la frustration. Et toi, quand t'as eu des périodes de frustration, est-ce que t'as des méthodes? Enfin, je sais pas. Alors, je pense que la frustration, elle est aussi liée à l'importance du sexe dans sa vie, en règle générale. Tu t'en souviens plus? Si, beaucoup de masturbation et beaucoup de masturbation. Je pense que j'arrivais à me satisfaire de ça. Et parfois beaucoup d'essais et d'essayer justement, et c'est là où justement j'essaie de pas culpabiliser, parce que je me dis mon Dieu, mais ça se trouve tu traverses la même chose en ce moment, où tu sais, où t'essayes d'aller vers l'autre et tu sens qu'en fait tu sais pas alors moi je pense que à ce moment-là c'était pas forcément mieux, tu sais pas pourquoi l'autre il a pas envie de faire l'amour avec toi, mais il veut pas te le dire, mais en même temps il veut, en même temps il sait pas trop lui-même, et t'es dans un flou artistique global, et toi t'es là. D'accord, ok. Et c'est là où tu dors frustré et en colère et t'as pas les réponses et tu vois, et tu cumules ça. Donc,
En fait, je pense que j'étais trop patiente. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Beaucoup de patience dans mon beaucoup cabinet. De masturbation. Enfin, beaucoup de masturbation, façon de parler, mais genre dans le temps, ça compense. C'est pas une mauvaise chose, hein. Je trouve que ça peut être une façon de compenser tout à fait louable. Et à pratiquer. C'est tout à votre honneur, mesdames. Et à pratiquer religieusement comme il se doit. Pour se faire du bien. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, c'est important de le dire aussi. Parce que j'ai encore, et ça, on n'en a pas fait d'épisode encore sur ça. Non. Ah là là, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Ça viendra. Du coup, c'est vrai que il faut pas, justement, faut pas se dire, ok, bah, j'attends que ça se passe à deux. Non, moi, ça réussissait à me satisfaire aussi. Donc, du coup, c'est comme ça que je le gérais. Mais jusqu'à un certain point. Tu vois, à un moment donné, stop, quoi. Donc, il a fallu que je mette le stop. Le stop. Le stop. Stop et qu'on y aille où. Super. Sur ce. Une petite tisane au lit. Faut passer par les bas pour trouver les hauts, en effet. On essaie pas, voilà. Je pense que aussi, il faut, au-delà du dialogue, il faut accepter d'essayer des choses à deux quand on est dans une passe de frustration autour de la sexualité de toute façon, et qu'à un moment donné, un peu comme ce qu'on est en train de vivre avec des nuits sans sommeil, avec un bébé, se dire que c'est une phase. Faut pas se dire que c'est une voie sans issue, parce que sinon là c'est le mais truc. Tu vois, ça contredit un peu ce que tu disais au début de l'épisode en disant, oui. Faut pas se dire que ça passera tout seul. Donc en fait, dans un sens, oui, c'est une phase, mais il faut quand même. Ah, je suis d'accord. Non, si tu laisses faire les choses toute seule, ça passera pas. Ah, mais quand donc il faut quand même être proactif. Alors c'est une très mauvaise comparaison. Donc comment t'as dit toi tout à l'heure avec le mot compliqué? C'était quoi le mot compliqué de truc de comparaison? Non. Bon, laisse tomber. Allez, il est trop tard pour ça. Alors j'ai pas fait de mot compliqué pour les comparaisons, j'ai fait un mot compliqué pour les oppositions. Ok, oh là là. Ouais, tu vas me perdre dans mon fil de pensée. Je voulais dire, c'est peut-être une mauvaise comparaison avec le cycle du sommeil du bébé parce que c'est quelque chose qui doit se faire un peu tout seul, c'est vrai. C'est plus, j'avais envie de dire, quand c'est une phase, c'est que c'est un élément de la vie sexuelle d'un couple, comme beaucoup le disent. Voilà, c'est pas linéaire et comme on a pu le dire, que c'est définitif. C'est ça, c'est pas définitif. En fait, des fois, d'ailleurs, c'est un truc, on le dit aussi, ça, tout se passe trop bien. Tout se passe trop bien, c'est bizarre, il devrait y avoir un problème et en fait, on est perturbé par les éléments ou les événements qui sont soit ça se passe trop bien, soit tout nous arrive, c'est de la merde et tout, il y a rien de bien qui pourra nous arriver. Mais en fait, je trouve que au final, on se concentre soit sur le négatif, soit sur le positif, mais notre vie, elle est pas une ligne droite, hein, c'est toujours ça. Ça dure peut-être plus longtemps certaines phases, mais c'est une phase et il y a toujours une phase de sortie aussi, et elle est très cette sortie, elle est très dépendante de plusieurs facteurs, mais le premier facteur c'est nous, enfin c'est nous en tant que personne et nous en tant que couple. Donc si vraiment ça pèse, et je pense que là dans le côté frustration, à un moment donné il faut s'autoriser aussi des portes de sortie mutuelles. Dans le sens où faut y aller par élimination, trouver les solutions au fur et à mesure, trouver des solutions, proposer des solutions, faire en sorte de se dire ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que t'as envie, ok ça fonctionne pas, est-ce que est-ce qu'on essaye autre chose. Et je pense que je vais le dire comme la communication dans tous les épisodes, parce que encore aujourd'hui, par rapport à l'épisode sur la thérapie, malheureusement, c'est mal perçu, mais il faut demander de l'aide ou faut en parler. Alors, je sais que ce podcast, il existe pour ça, parce que justement, on parle très peu de sexe, le sexe en couple. Alors là, encore moins. On parle beaucoup de façon superficielle, mais on n'en parle pas dans ce qu'on ressent et tout ça. C'est ça, pas ce qui pour moi, ce qui pour nous, c'est les vraies choses qui font que on réagit comme ça. Et du coup, il faut en parler. Alors, je pense que, en tout cas pour moi, le plus facile, ça a été de voir quelqu'un qui était
habilité à m'apporter des réponses tout de suite, ou du moins c'est ce que j'ai cru, mais en tout cas c'est quelqu'un qui je sais allait m'accompagner, donc une sexologue, une thérapeute ou une psychologue, quelqu'un de confiance, mais qui était habilité à pouvoir m'aider. Par contre, je sais, et en tout cas c'est mon point de vue, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie sexuelle qui est proche de nous et qui alors ça peut être des amis, mais moi en tout cas j'ai toujours eu du mal à, enfin je sais pas, j'ai trouvé personne vraiment sur la durée avec qui parler de ma sexualité. C'était pas dans mes habitudes. Et quand je dis parlez-en, je pense d'abord à un ou une professionnelle, parce que pour moi c'est mon comment dire, ma vie perso, mais c'est difficile de vous dire ok j'en ai parlé à une amie et ça m'a soulagée, alors que ce serait faux. Mais je pense que ça peut arriver aussi. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est une oreille attentive. Ne vivez pas dans la frustration, ne vivez pas votre frustration seule sexuelle, ça n'a aucun intérêt. Ça ne fera que construire justement ce que tu disais, un état d'âme qui ne sert à rien. Il faut accepter ça et faire en sorte d'avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à partager Bout de Cul et à lui donner 5 étoiles sur l'application de podcast que vous écoutez. N'hésitez pas non plus à écouter et réécouter les épisodes déjà disponibles. Nous, on se retrouve évidemment dans le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.